Les bêtises de Laganerie 1, la France. Oui, mais la France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Une société, ça n'existe pas. Ses yeux dans un rêve sans fin flottent insoucieux, Paul Verlaine, Monsieur Prudhomme, poème saturnien. Lorsque Geoffroy de Laganerie affirme que la France, ça n'existe pas. 1. Il a raison, en cela que les États-nations sont des créations récentes, comme on le voit aussi bien dans leurs origines, unification de l'Italie ou des États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle, acquisition de la forme continentale actuelle de l'Allemagne et de la France après leur duel séculaire entre 1870 et 1944, comme dans les problèmes intérieurs subsistant encore de nos jours avec les régions comme l'Irlande, l'Écosse, la Catalogne, le Pays basque ou la Bretagne. 2. Il a tort en ce que dire que la France n'existe pas est un peu court et pas assez systématique, il faudrait dire qu'en ce sens, aucun État actuel n'a d'existence au-delà de la définition symbolique de ses frontières définies selon la loi de la guerre et des conquêtes, éphémères par nature, on le voit, actuellement, avec le cas de la guerre en Ukraine, et, préalablement, avec l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. 3. Il a tort, en cela qu'il faudrait distinguer la question topométrique du caractère symbolique des frontières des nations, comme dans le cas de l'angle nord-ouest du Minnesota et celui de l'Acadie avec la question de la baie de Bundy, et celle de la réalité physique de l'existence des territoires spécifiques. Avec les défauts qu'on peut leur trouver, les leçons sur la philosophie de l'histoire, 1822 à 1830, de Hegel nous indiquent bien que la nature physique joue aussi son rôle dans l'histoire du monde, et il faudra prêter attention aux relations naturelles fondamentales ainsi impliquées. 4. De fait, les territoires, en ce qu'ils impliquent climatiquement, et donc dans les possibilités d'agriculture, mais aussi d'extraction et d'utilisation de matériaux, donc, aussi, d'échanges et de développement culinaire sont les premiers éléments, concrets, qui forment la culture, c'est-à-dire le visage des peuples. On connaît, par exemple, le cas de la disparition des Mayas, probablement due à la déforestation systématique qu'ils firent pour cuire la chaux qu'ils utilisaient dans leurs temples et cités. Quant à ce qui concerne les peuples et leurs coutumes, un bon exemple de ces particularités, qui marquent, concrètement, en France, les différentes régions, peuvent être les romans d'Erckmann-Chatrian, notamment l'ami Fritz, 1864, dans les premiers paragraphes de son premier chapitre. Tu te lèveras le matin, entre 7 et 8 heures, et la vieille Catel t'apportera ton déjeuner, que tu choisiras toi-même, selon ton goût. Ensuite tu pourras aller, soit au casino lire le journal, soit faire un tour au champ, pour te mettre en appétit. À midi, tu reviendras dîner, après le dîner, tu vérifieras tes comptes, tu recevras tes rentes, tu feras tes marchés. Le soir, après souper, tu iras à la brasserie du Grand Cerf, faire quelques parties de euchre ou de rams avec les premiers venus. Tu fumeras des pipes, tu videras des chopes, et tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tâche d'avoir toujours la tête froide, le ventre libre et les pieds chauds, c'est le précepte de la sagesse. Et surtout, évite ces 3 choses, de devenir trop gras, de prendre des actions industrielles et de te marier. Or, durant 15 ans, Fritz Cobus suivit exactement la règle qu'il s'était tracée d'avance, sa vieille servante Catel, la meilleure cuisinière de Hunebourg, lui servit toujours les morceaux qu'il aimait le plus, apprêtés de la façon qu'il voulait, il eut toujours la meilleure choucroute, le meilleur jambon, les meilleures andouilles et le meilleur vin du pays, il prit régulièrement ses 5 chopes de bockbier à la brasserie du Grand Cerf, il lut régulièrement le même journal à la même heure. Il fit régulièrement ses parties de euchre et de rams, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Ce sont ces particularismes qui permirent l'existence d'un ensemble de phénomènes, comme, non exhaustivement, petit a la littérature régionaliste. Petit b les références aux éléments d'un décor marqué par la météorologie, le lointain ombreux de la rue, soleil jaune et de chaleur d'arrière-saison, fond givreux, l'égout, pipe à fourneau minuscule qui ne contenait que 2 pincées de gros tabac des Flandres, et les modes, un bahut énorme, splendide, envahissait complètement un des murs, 2 fauteuils Voltaire en velours d'Utrecht, des chaises massives gonflées de cuir de Cordoue piquées de cuivre doré, un foyer à chenets pesant. Une table sculptée, 2 guéridons de boules, une haute glace de cheminée à l'eau profonde et verdie et, enfin, une bibliothèque poussant ses livres jusqu'au ras du plafond, de la Belgique dans le Grand Nocturne, 1942, de Jean Ray. Petit c le contexte des contes de la Bécasse, 1883, de Guy de Maupassant et des soirées de Médan, 1880. Petit d les descriptions des paysages et ambiances typiques de l'Espagne dans les œuvres de la Generación del 90 y Ocho, en particulier les nouvelles d'Azorine et dans le recueil Campos de Castilla, 1912, d'Antonio Machado. Petit similairement, les paysages des impressionnistes et de l'école de Pont-Aven.
Et, petit f d'un point de vue linguistique, l'intérêt, d'Eugène Sue et Victor Hugo, avec le vocable gamin, à Émile Zola et aux naturalistes pour le langage populaire, que reprendra, pour le Nicaragua, France Guélich dans Managua Salsa City, qui gagna le prix permanent centra-américain Aurelio Sinan en 1999 à 2000, ceci sans parler des représentations littéraires autour de Lake District, le pré-raphaélisme anglais, le néo-gothique français, On the Road, 1957, de Jack Kerouac et les road movies du cinéma américain ou l'iconographie parisienne d'Hôtel du Nord à bout de souffle, en passant par les romans de tout le XIXe siècle français et ceux de Georges Simenon ou Léo Mallet. Aussi bien du point de vue des espaces naturels que des types culturels qu'ils forgent au travers de l'histoire concrète de ces territoires et de leur production matérielle comme intellectuelle, on citera, surtout, les descriptions de la France par Petit G. Charles Trenet, 12 France 1943, Petit H. Jean Ferrat, Ma France 1969. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence. Des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Cet air de liberté au-delà des frontières. Au peuple étranger qui donnait le vertige. Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil. Des enfants de 5 ans travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines. Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes. De dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France. Et petit Yves Duteil, la langue de chez nous 1985. C'est une langue belle avec des mots superbes. Qui porte son histoire à travers ses accents. Où l'on sent la musique et le parfum des herbes. Le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe. En écoutant parler les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence. Où la saveur des choses est déjà dans les mots. Petit J des marchés de Provence, 1957, de Gilbert Bécaud. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue. Un peu de safran et 1 kilo de figues. Voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêche? Ou bien d'abricots? Voici l'estragon et la belle échalote. Le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous, pas vrai, un bouquet de lavande? Ou bien quelques œillets? Et par-dessus tout ça on vous donne en étrenne. L'accent qui se promène et qui n'en finit pas. Il y a tout au long des marchés de Provence. Qui sentent, le matin, la mer et le midi. Petit cas les chansons d'Aristide Bruand sur Paris, ses alentours, à la Bastille, à Batignolles, à Montmartre, à Saint-Lazare, Belleville, Ménilmontant, le Chat Noir, et jusqu'au Bagne, à Biribi, ainsi que sur les révoltes de 1831 et 1834 des ouvriers tisserands lyonnais réprimés dans le sang dans le champ des Canuts, 1910, Bruand étant, lui aussi, auteur d'une chanson de la France, 1912, au texte on ne peut plus clair. Depuis 1500 ans que nous existons, on a chanté sur tous les tons. La France. Qui produit sur son sol divin les plus belles filles et le meilleur vin. La France. C'est le pays de la gaieté, du champagne et de la liberté. La France. Le pays qui fut le berceau de Béranger, de Molière et de Marceau. La France. Le pays de la science et des arts, de l'industrie et des milliards. La France. Ou encore, petite aile dans la littérature et l'audiovisuel national, le tempérament marseillais et des Bouches-du-Rhône, décrit par Alphonse Daudet dans Lettres de Montmoulin, 1869, et Tartarin de Tarascon, 1872, et par Marcel Pagnol dans ses ouvrages et dans ses films, tempérament incarné par ces deux grandes figures du cinéma que furent Rému et Fernandel, par opposition à la gouaille parisienne de Maurice Chevalier et d'Arletty, tempérament marseillais qu'a essayé de remettre au goût du jour. Luc Besson, notamment avec la série Taxi, tentant de faire du sud de la France le lieu de tournage privilégié de ses productions, en tant que contrepartie de l'éternel soleil californien de Hollywood. 5. Si de Laganerie considère que la France n'existe pas, non seulement il faut qu'il déclare qu'aucun autre pays n'existe, mais aussi il faut donc qu'il précise s'il parle aussi des peuples qui composent le pays. Ainsi, s'il nie l'existence des Français, il faudrait aussi qu'il nie celle de l'ensemble des peuples de la Terre. 6. En niant la société, ce qu'il dit, de fait, explicitement, il faut que les gens comprennent que la France n'existe pas, une société, ça n'existe pas, bien qu'en se contredisant, puisqu'en même temps il dit, une société se réduit aux gens qui la composent, il nie, en même temps la construction sociale qu'elle représente, c'est-à-dire les liens nucléaires, de sang, de relations interpersonnelles, par conséquent d'organisation au sein des groupes, et l'évolution des groupes sociaux.
Il est contradictoire, dès lors, qu'il arrive à déterminer des relations d'hospitalité, selon le titre de son cours de 2023 à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, si les groupes, ou les sociétés, pour lui n'existent pas, et, pareillement, que, dans le titre du même cours, il mette cette valeur en regard de celle d'exil, dans cette inexistence des attachements sociaux, puisque les racines, et ce qu'elles contiennent d'affect, et, par là même, les liens, familiaux, locaux, n'auraient aucune réalité, ce que l'on sait, bien sûr, être faux, aussi bien psychologiquement, il suffit de renvoyer à l'espérance de vie plus réduite des célibataires, que socialement, il suffit de se reporter à l'état de peur que provoque systématiquement la désocialisation chez les animaux, les renvoyant à un état sauvage. 7. En affirmant qu'une société se réduit aux gens qui la composent de l'aganerie a, là aussi, raison en cela que les sociétés sont évolutives et que leur population se modifie au cours des périodes historiques, au gré des conquêtes et des mouvements de population. 8. Mais il a, là aussi, surtout tort, en cela que, tout d'abord, il semble croire par là que les mouvements civilisationnels provoqueraient des remplacements qui opéreraient comme des tabula rasa, alors que l'exemple européen est extrêmement clair quant au fait que les traces culturelles de l'Empire romain, sans, pourtant, migration de population, mais exclusivement par influence culturelle sur ces colonies, a provoqué une constance dans la structure politique, administrative et linguistique de l'ensemble occidental du continent, ainsi que de son ingénierie civile et de son architecture, que ce soit par les empires mérovingiens puis carolingiens qui ont toujours voulu continuer l'empire d'Occident, alors que Byzance continua celui d'Orient jusqu'à sa chute aux mains des Turcs en 1453, ou par la Renaissance et ses conséquences dans les arts et les sciences jusqu'à la période contemporaine. C'est ce qui a permis à Curtius dans la littérature européenne et le Moyen Âge latin, 1948, de montrer l'unité dans la production intellectuelle des peuples européens. 9. Il a, d'autre part, tort, parce qu'il ne prend pas en compte l'unité génétique des peuples européens, et, partant, de la France. 10. Symétriquement, par conséquent, il ne prend pas en compte, non plus, le phénomène de transmission culturelle par domination, sans changement génétique des populations, comme dans les cas des Romains en Gaule et des Illyriens, qui adoptent une langue indo-européenne en l'absence de toute migration, les futurs latins étant indo-européens mais pas les Étrusques. 11. Il a, aussi, tort, parce qu'à l'instar de toute la sphère woke, il semble penser que les continents sont à l'image de l'Amérique, alors que cela est absolument faux. Si les traits typiques des Asiatiques, des Moyens orientaux, des Africains et des Européens se sont conservés, au moins jusqu'à nos jours, c'est parce qu'aucun autre continent que l'Amérique n'a souffert d'immigration non continentale, faisant, précisément, des États-Unis le melting pot qui prédétermine leur idéologie identitaire, là où celle des autres continents est, au contraire, beaucoup plus marquée par une unité ethnique qui, comme l'ont toujours rêvé les théoriciens du panafricanisme, dès l'origine, fait que la race est supérieure à la nationalité, de Léon Gontran Damas, Aimé Césaire et Gabriel Darboussier à l'African Study Association. 12. Il a tort, car, lorsqu'il dit « Oui, moi, je suis pour l'abolition du mot France », en fait c'est rien quoi, comme l'ensemble des woke, il confond le mot et l'esprit de la chose, il pense que, si la France, comme ensemble territorial a été, et peut continuer d'être fluctuant, on le voit, par exemple, avec les disputes territoriales internationales soumises à la Cour pénale internationale par les États, par le conflit israélo-palestinien, ou par le nouveau découpage territorial de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral de 2014 faisant disparaître des régions administratives, elles-mêmes regroupant d'anciennes provinces comme la Picardie, qui par décret de 1960 regroupait les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, ou le Nord-Pas-de-Calais qui regroupait la Flandre française, l'Artois, le Cambrésis, le Hainaut français, et le Boulonnais et le Calaisis. Séparés du reste de la Picardie lors de la création des régions, il pense, disons-nous, que cela suppose que l'objet réel que recouvre le nom n'a d'existence que par le nom qu'on lui prête. Il ne comprend pas que l'espace territorial, qui ne peut réduire la nature, exception faite de certaines mégastructures comme les polders des Pays-Bas et de France, la digue de Richelieu, ou le marais Poitevin, on l'a vu avec la question du nuage de Tchernobyl, n'en existe pas moins en deçà et au-delà des divisions administratives qui le composent cartographiquement. En deçà car la faune, la flore, les cultures qui y sont faites, maraîchères, comme à Paris, dont parle Hector Malot au chapitre 20 à 21 du tome I de Sans famille 1878, transcendent, dans le temps, les changements politiques que peuvent subir les populations. Au-delà car l'histoire, elle-même, met en place, a posteriori, une culture commune, que ce soit par une langue, notamment vernaculaire, des inventions et des découvertes, liées à des individus particuliers et à des conditions spécifiques, c'est ce qui fit que le siècle d'or fut espagnol et non pas italien, alors que le découvreur de l'Amérique, lui, était génois, des conflits, qui définissent les contours et les relations politiques, du cas de l'Alsace-Lorraine au rôle que joua, dans la
Construction italienne, la Maison de Savoie, à laquelle Dumas dédia l'une de ses séries, La Maison de Savoie, depuis 1555 jusqu'à 1850. 13. Il a tort, car, s'il désire abolir le mot France, il faudrait, aussi, abolir l'ensemble des mots du même champ lexical, c'est-à-dire tous les noms de pays, mais aussi de régions, de provinces, de départements, voire de villes, de bourgs et de villages. Car ils sont tous la conséquence d'implantations humaines. Déconstruire, comme le prétendaient les structuralistes, le culturel, n'est pas, bêtement, comme le fait le wokisme et, à sa suite, de laganerie, annuler les mots, malgré les thèses derridiennes et lyotardiennes, et penser que les limites de la science doivent nous faire revenir à la magie, et le caractère symbolique des mots aux borborigmes non-verbaux. Ce qui, en sens plus général, provoque, d'un côté la négation biologique de l'existence même de la femme, par l'impossibilité, non conceptuelle, mais idéologique, du wokisme à la nommer, et, de l'autre, l'affirmation des troubles psychiques comme seul fondement de la réalité, selon une posture, ironiquement, anti-matérialiste, totalement berkeleyenne, principe de la connaissance humaine, 1710, de la préséance, non, sartriennement, de l'existence à l'essence, mais de l'idée à l'objet, ainsi. Un homme peut se penser, donc, se vivre, comme étant une femme, une personne âgée comme étant un bébé, un Européen comme étant un Asiatique, un humain peut s'identifier à un animal, à un être fictif, à des objets, voire à une flaque de couleur, dans une incompréhension absolue de l'idée de choix de l'existentialisme est un humanisme, 1946, et une envolée ad absurdum de la thèse de Simone de Beauvoir comme quoi on ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine, c'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. 14. Il a tort, car, non seulement, il n'acceptera jamais d'universaliser son désir d'abolition à l'ensemble du champ culturel non occidental, mais encore parce qu'en outre, cela n'aurait aucun sens. De la même manière que la constatation que l'idéologie a jusqu'ici le plus souvent défini l'histoire, l'history comme story, n'implique pas que la nature de celle-ci soit de n'être qu'un récit, ou que les difficultés de compréhension de certaines parties de la population des mathématiques, ou des sciences en général, ne fait pas de celles-ci, seulement parce qu'elles ont été développées essentiellement par les Européens, qu'elles soient des marques d'un privilège blanc néocolonial, car sinon, il faudrait assumer que les apports arabes aux mathématiques, à l'optique et à l'astronomie, dont se vantent souvent les tenants du multiculturalisme, seraient des marques de leur propre impérialisme, et que, partant, il ne faudrait plus non plus ni les citer ni les utiliser, par le contenu raciste immanent qu'ils pourraient contenir pour ceux qui ne sont ni mathématiciens, ni opticiens, ni astronomes. De la même manière, donc, de Laganerie considère la culture comme une imposition percée à l'homme de Jean-Jacques Rousseau. C'est absurde. Non seulement les traces du passé nous permettent d'étudier et de comprendre les mentalités et leur évolution, mais aussi la psychologie, elles ont donc un rôle thérapeutique et de témoignage, mais, si elles ne sont certes pas toutes bonnes, on pense, notamment, au cannibalisme ou à la torture, elles sont à l'origine, s'agissant des sciences, notamment, d'avancées notables. On est, certes, tenté de considérer, souvent, leur origine dans les techniques de guerre ou de conquête, que ce soit pour les progrès scientifiques ou l'accès à des matériaux et des produits exotiques, mais cela nous impose-t-il de les annuler ? 15. Il a tort, car il faudrait expliquer quel serait l'intérêt de la technique de l'autruche, en interdisant, pour des raisons laïques, ce que les religions interdisent pour des raisons supposément divines, que ce soit les thèses de Galilée, ou les récits qui ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons du passé. Qu'apporterait l'anathème jeté, à des siècles de distance, sur le Malleus Maleficarum, 1486, les procès des sorcières, ou ceux de Jeanne d'Arc ou de Michel Servet, sinon de ne plus pouvoir les étudier. Or, l'on sait qu'un homme averti en vaut deux, et que, pour cela, la tentation de toutes les dictatures est de jeter un voile pudique sur toute l'histoire humaine, qu'elle ne saurait voir. 16. Il a, finalement, tort, car, soit il conçoit l'héritage français comme inexistant, et, dès lors, il nie, sans s'en rendre compte, ce qui est pire, par choc en retour, non seulement celui-ci, mais aussi, nécessairement, celui de toute culture, c'est-à-dire des objets aussi concrets que des habitats, des objets de décors et d'ornements, des pratiques culinaires aussi bien que rituelles, ses productions intellectuelles, artistiques, musicales, littéraires, ou théoriques, philosophiques et scientifique, incluse la propre science d'études politiques dans laquelle il a soutenu son habilitation à diriger des recherches. Dès lors, comment prétend-il, à la suite de Michel Foucault, étudier les phénomènes qui sont le résultat de contrats sociaux, en termes rousseauistes, comme ceux qu'il énumère dans son introduction ? Investigation des systèmes de pouvoir et des catégories qui les soutiennent. J'essaie de proposer une théorie des systèmes de pouvoir qui non seulement nous traversent mais qui, surtout, constituent le sol inconscient de ce que nous sommes et de ce que nous disons, qui nous font exister tels que nous sommes et émerger comme sujets pensants et parlants.
cette attention aux formes sociales, la forme discipline, la forme marché, la forme procès, etc. Au système de pouvoir, le système académique, le système de la contestation politique, les systèmes du jugement ou de la répression. 17. Nier une culture particulière, en l'occurrence la française, en tant que propriété collective d'un groupe social, c'est nier la culture en général, c'est-à-dire aussi ses effets, folklore, cuisine, art, littérature, système philosophique et d'organisation politique, association d'intérêts, ce qui explique, entre autres, le surgissement de la bourgeoisie en Europe en général et la hollandaise en particulier au XVIIe siècle, mais aussi l'apparition du prolétariat avec la Révolution industrielle, cette négation apparemment particulière, mais, on le comprend, en réalité, de valeur générale dans ses inévitables enchaînements logiques, revient, par conséquent, à renier, aussi, toutes les sciences humaines qui s'attellent à l'étude de la pensée humaine, et donc de la culture, de la psychologie, jusqu'aux archétypes jungiens, ce que de Laganerie lui-même appelle le sol inconscient de ce que nous sommes et de ce que nous disons, donc à l'anthropologie et à la sociologie. En passant par le comparatisme mythographique mullérien et frasérien et littéraire dumézilien, et même les branches disciplinaires qui critiquent les effets de la culture comprise comme imposition sociétale, du marxisme à la postmodernité, en passant par le structuralisme, puisque c'est nier l'existence de la langue, donc de son pouvoir coercitif, selon les thèses déridiennes, voire lacaniennes, de la possibilité de considérer aucun groupe humain comme un groupe de pouvoir, au contraire de ce que prétendent les thèses de Foucault, reprises par de Laganerie dans son HDR, et c'est encore, par conséquent, nier l'ensemble du comportementalisme et des principes de propagande, dont l'importance est évidente à partir notamment du XXe siècle, est au centre de la critique postmoderne, chez Théodore Adorno, Roland Barthes, Herbert Marcuse, Marshall McLuhan, Guy Debord, Jean Baudrillard, Pierre Bourdieu, Marc Fumaroli, et a été ouverte par le neveu de Sigmund Freud, Edouard Baird. Nez. 18. Soit il considère l'héritage français comme un élément de coercition, donc une organisation sociale, politique, idéologique, religieuse, formée, obligatoirement, d'abord, au cours du temps historique, ensuite par un peuple spécifique, et, au sein de celui-ci, dans des castes particulières, en relation à des intérêts spécifiques à des échanges, marchands ou autres, pouvoirs individuels, oligarchiques, religieux, élévation sociale, qui ont pu s'imposer à d'autres castes, classes et groupes sociaux, ethniques, financiers, politiques ou religieux, ce qui, par contre-coup, rend inepte sa définition de son objet de recherche comme inexistant. S'il n'existe pas, comment, méthodologiquement, et pourquoi, théoriquement, l'étudie-t-il ? Et, pire encore, comment et pourquoi a-t-il réussi à être diplômé grâce à l'étude d'un objet inexistant, qui ne serait, dès lors, que l'équivalent des vêtements neufs de l'empereur, ce qui devrait invalider automatiquement non seulement son diplôme, mais son jury, ainsi que son actuel enseignement, qui en découle, et, par conséquent aussi, son emploi. Rappelons que, lui-même, expose que objectiver les systèmes du pouvoir, c'est tenter d'exhumer les cadres qui constituent la vie sociale et qui, par définition, ne sont plus en jeu dans la vie sociale. 19. En conclusion, le problème n'est pas que la France n'existe pas, mais que les catégories au travers desquelles de Laganerie semble se mouvoir ne sont pas suffisamment claires dans son esprit, ce que laisse entrevoir l'énumération, toujours révélatrice, dans l'introduction de son HDR, d'une terminologie non justifiée, parce que les mots sonnent bien. Tout un ensemble de conséquences épistémologiques, méthodologiques, disciplinaires. Dès le moment où l'on parle de tout en ensemble sans le nommer, cela devient suspect. L'association des termes épistémologiques, méthodologiques, disciplinaires est non moins sujette à inquiétude, car l'application pratique de l'analyse que de Laganerie propose, dans la ligne de Foucault, apparaît comme bien loin d'orientation, en vérité, elle, si, épistémologique, telle, par exemple, celle d'un Hans Kelsen, dans le champ juridique, c'est-à-dire méthodologique, les deux étant synonymes, l'épistémologie, si elle ne se réduit pas à une simple histoire des sciences, ne pouvant s'intéresser qu'à leur méthode, de René Descartes au marxisme, en passant par l'excellent Claude Bernard. La prétention interdisciplinaire, dite par de Laganerie. Les travaux que j'ai l'honneur de présenter pour obtenir mon habilitation à diriger des recherches portent en majeure partie sur la philosophie politique et la théorie de l'État et du droit. Ils abordent également des questions de sociologie de la connaissance et de la culture et d'épistémologie des sciences sociales. Réglée par une redite énumérative, est, dans le meilleur des cas, tautologique, et, donc, inutile, et, dans le pire, la prophétie d'une thèse imprécise, car, comme on ne le sait que trop, quien mucho abarca, poco aprieta. 20. Le problème n'est pas que la France, ou les sociétés, n'existent pas, mais que de Laganerie ne connaît pas ce dont il parle. Et, à en juger par ses positions, il ne connaît, en réalité, absolument rien.
étant d'autant plus frappant et préoccupant que des cours lui soient attribués, ne pouvant, de toute évidence, par son manque notable de formation, que déformer les étudiants auxquels il assommera, à la meilleure manière d'un monsieur Prudhomme qu'il est, des absurdités aux allures de lieu commun, sans jamais rien justifier, comme on le voit dans l'introduction de son HDR, et dans ses interventions audiovisuelles, ce qui lui permet de faire d'énormes contresens, comme celui que nous venons d'analyser, non pas que le personnage le méritât, mais parce qu'il est parfois, comme ici, urgent de remettre les pendules à l'heure, face à tant d'incompétence, vraiment digne d'un YouTuber zététicien, sachant que, dans le genre, comme dirait Charles de Gaulle, ce n'est pas le vide, malheureusement, mais le trop-plein dont nous souffrons, d'un Thomas C. Durand, qui a quand même réussi à donner des cours à l'Université de Lyon, à l'enseignant de français au collège Antoine Goya. On ne peut que regretter Topaz. 21. En un mot, socialement, culturellement et génétiquement, le problème n'est pas que la France n'existe pas, mais que de Laganerie qui, jusque sur sa page Wikipédia, fait étalage, d'une part, de sa caste, issue de la famille Daniel de Laganerie, appartenant à la bourgeoisie du Limousin, et d'Agnès de Gois de Mézerac, issue d'une ancienne famille de la noblesse du Vivarais, et, d'autre part, dans le sens où Bourdieu parle des héritiers, ne s'efforce-t-on pas, le plus souvent avec succès, de se persuader qu'un groupe capable de protester contre son propre privilège n'est pas un groupe privilégié? Suffit-il de constater et de déplorer l'inégale représentation des différentes classes sociales dans l'enseignement supérieur pour être quitte, une fois pour toutes, des inégalités devant l'école? Lorsqu'on dit et redit qu'il n'y a que 6% de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, est-ce pour en tirer la conclusion que le milieu étudiant est un milieu bourgeois? Ou bien, en substituant au fait la protestation contre le fait, ne s'efforce-t-on pas, le plus souvent avec succès, de se persuader qu'un groupe capable de protester contre son propre privilège n'est pas un groupe privilégié? Sans doute, au niveau de l'enseignement supérieur, l'inégalité initiale des diverses couches sociales devant l'école apparaît d'abord dans le fait qu'elles y sont très inégalement représentées. Encore faudrait-il observer que la part des étudiants originaires des diverses classes ne reflète qu'incomplètement l'inégalité scolaire, les catégories sociales les plus représentées dans l'enseignement supérieur étant en même temps les moins représentées dans la population active. D'autre part, disons-nous, des marques extérieures de son intégration à l'establishment. Ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan, qu'il intègre en 2003 au terme de 3 années de prépa BL, il est agrégé de sciences économiques et sociales. Il commence une première thèse avec Frédéric Matonti en 2006, puis change de directeur en cours de route et s'inscrit avec le sociologue Jean-Louis Fabiani. Il soutient finalement une thèse de sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales en 2012, sous la direction de ce dernier. À l'inverse de la commission scientifique de l'EHESS qui a autorisé la soutenance des 2 pré-rapporteurs et de 3 autres membres du jury, Christian Topalov, professeur de sociologie et ancien directeur au Centre national de la recherche scientifique, émet un avis défavorable sur la qualité de la thèse, son intervention ayant pour conséquence que Laganerie n'obtient pas les félicitations du jury. Depuis septembre 2013, il est professeur de philosophie et sociologie à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Il est titulaire d'une habilitation à diriger des recherches soutenues à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2018. Il dirige la collection « À venir » aux éditions Fayard. Il fait notamment publier outre ses propres livres des ouvrages de Johann W. Scott, Didier Ribon, Judith Butler, Pierre Bergugno. À partir de 2023, et à la suite de son départ des éditions Fayard, il dirige la collection « Nouvel Avenir » aux éditions Flammarion. Establishment dont il ne sort pas, puisqu'étudiant il devient enseignant, le problème est que de Laganerie nie, contradictoirement, donc absurdement, en même temps, la construction sociale que représente cette double appartenance, d'abord de sa famille à l'histoire de France, par son statut de noble, ensuite de sa personne à un cadre institutionnel et idéologique formé par les conditions très précises du pays qui a créé cette structure, l'université française, et cette idéologie, post-sartrienne et post-structuraliste. 22. C'est, ironiquement, dans le sketch Le Douanier, 1972, de Fernand Reynaud, le dit employé public qui symbolisant l'imbécile parfait, définissant les frontières, face à un boulanger noir, qu'il finira par faire fuir, privant ainsi tout le village de pain, que l'on trouve le plus beau résumé de l'esprit de nos contemporains, dont de Laganerie est une synthèse, comme dirait Michel Audiard lorsque quelqu'un s'exprime et que l'on ne comprend pas ce qu'il dit, c'est qu'il est bête. En effet, de Laganerie porte en lui cette outrecuidance actuelle, qui fait que lorsque quelque chose, ici, l'idée de France, mais cela pourrait, tout aussi bien être le discours d'un auteur, ou un phénomène de société, nous y reviendrons, si Dieu nous prête vie, dépasse l'entendement de celui qui s'y affronte, et cela va d'Umberto Eco face et Daniel Arras jusqu'à l'Académie de Rome face aux œuvres d'art, ce qui est dans le cadre même de notre démonstration, s'agissant de concepts culturels.
Celui-ci, l'intéressé face à l'objet qu'il ne comprend pas, plutôt que de remettre en cause son niveau intellectuel ou académique, dans le cas de l'aganerie, malheureusement, il s'agit des deux à la fois, décidera qu'il est beaucoup plus aisé, c'est le biais de confirmation, si cher aux youtubeurs, de décider de l'inexistence du phénomène. Ce que Jacques Brel, aussi, résume parfaitement, en parlant de la bêtise. La bêtise c'est de la paresse. La bêtise c'est un type qui vit, et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez, tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. 23. Voici, donc, en quelques lignes tracées ici le portrait en couleur de notre société contemporaine et de ses élites. Triste chose, en vérité. Et, reprenant Karl Marx, nous conclurons en disant qu'on y voit, vraiment, toute la misère de la philosophie.